contradiction, de doute. Et donc la dernière question et l'ensemble des discussions en fait. Le problème avec l'histoire, c'est que malgré tout, enfin avec l'histoire et je dirais et avec l'épistémologie, c'est que ça semble insinuer quelque part du doute en fait dans les esprits. Alors on peut trouver que ce doute est salutaire parce que ça nous fait sortir du dogmatisme, mais il y a un moment où aussi le doute devient du scepticisme, c'est-à-dire si le doute se généralise, eh bien après on ne croit plus en rien en fait. Et donc, c'est pour ça que j'ai écrit ce mot de relativisme-là, parce que moi, j'enseigne en master aussi, mais en master de philo, et j'ai des étudiants qui n'ont jamais étudié les sciences. Or, vous, si j'ai bien compris, vous vous destinez à enseigner les sciences aux étudiants que j'aurai après, en fait. Et donc, moi, mes étudiants, ils connaissent très peu les sciences, et en fait, ils ont, globalement, en fait, comme c'est des étudiants de sciences humaines, eux, globalement, l'idée que le monde entier n'est fait que de construction sociale et de construction humaine. Et que donc, finalement, on est sûr de rien et finalement... alors, ce n'est pas le bon sens contre la science, mais c'est presque ton avis contre mon avis. Ou, voilà. Donc, moi, je vois la différence entre des enfants d'école primaire qui sont extrêmement dogmatiques, en fait. C'est-à-dire, moi, à propos de la question de qui tourne autour de quoi, j'ai voulu introduire le doute, parce que je suis philosophe, dans l'esprit de ma nièce, en lui disant « Mais comment tu sais que ça n'est pas... le soleil qui tourne autour de la Terre ?» Elle m'a dit « Mais ça, on me l'a appris à l'école, c'est la science, c'est vrai, c'est comme ça. » Voilà, ça c'est ce qui se passe à l'école primaire. Et ensuite, au niveau universitaire, on va dire, globalement, c'est la question des modélisations, des hypothèses et des doutes finalement. Donc qu'est-ce qui se passe entre les deux, quoi, au collège et au lycée? C'est un peu la question que je vous pose. Alors, notamment parce que voilà, si on regarde les programmes que Daniel a eu la gentillesse de m'envoyer, alors il y a plein de choses très intéressantes sur la définition de la notion d'espèce, sur le fait qu'il fallait la questionner en s'appuyant sur les avancées les plus récentes. Mais il y a cette phrase, moi, qui m'a frappé, qui m'a heurté, qui m'a choqué, en tout cas qui m'a mis en réflexion, même si elle est sans doute complètement vraie, à savoir que le concept d'espèce est créé par l'être humain. C'est très beau. Et c'est un peu la phrase que je voudrais que vous gardiez dans l'arrière de votre tête pour vous poser... voilà, ça va être le fil conducteur souterrain de mon exposé, d'accord? Créer, un concept créé par l'être humain. Ça veut dire quoi? Et pourquoi on dit ça? Et pourquoi c'est important de le formuler comme ça? Ou pas, parce que voilà. Donc, mon exposé va être en 3 temps. Je vais d'abord vous parler du XVIIIe siècle, puis du XIXe siècle, puis du XXe siècle. Voilà, c'est très simple. Au XVIIIe siècle, les 2 figures principales que je vais exposer ce matin sont celles de Linné et de Buffon, parce que, à mon sens, ils exemplifient 2 représentations assez communes de ce que sont des espèces en biologie. Alors, chez Linné, on a cette formule que je vais vous traduire, mais que donc, nous comptons autant d'espèces qu'il y a de diverses formes qui ont été créées au principe. Donc, c'est la 2e fois qu'on rencontre ce mot « créé » en fait. Les espèces ont été créées, mais pas par l'être humain, elles ont été créées par la divinité, bien sûr. Donc je crois que c'est important peut-être pour comprendre pourquoi il y a ça dans les programmes, de se dire qu'en fait, la question de la création, elle est plus large. Donc les espèces sont des choses qui ont été créées, mais l'idée ne nous dit pas que ce sont des choses, il dit que ce sont des formes. Des formes. Donc un nombre limité de formes, un nombre limité d'essences, de nature, qu'on suppose fixe en fait, inchangeable, immuable, et qui structure le monde vivant. Et c'est ça que Linné, qui est le plus grand des systématiciens, celui qui a formé notamment des concepts comme Homo sapiens, enfin voilà, la taxinomie moderne et son héritage, formule les choses de cette manière. Et pour l'illustrer, en quelque sorte, il nous explique que, vous voyez, à la fin, vous avez une hiérarchie de concepts, classe, ordre, genre, espèce, variété. Espèce, c'est un des niveaux dans cette hiérarchie. Et ce qui est très important pour Linné, c'est que, d'abord, toutes ces classes-là, les 5 classes que vous avez sur la dernière ligne, ne sont pas strictement équivalentes. Elles n'ont pas toutes été créées au début, en fait. Donc l'espèce, ça c'est le privilège de l'espèce d'avoir été créée au début. Le reste, on peut dire, ce sont pour les variétés des accidents locaux, des circonstances, des changements liés aux circonstances. Et pour les autres, classe, ordre, genre, ça serait des constructions intellectuelles. Mais là, ce qui est très intéressant dans cette manière de présenter les choses, c'est qu'il vous explique que la classification biologique, elle est hiérarchisée en fait. Elle est faite, ce n'est pas justement juste qu'il y a le concept d'espèce, c'est qu'il y a des emboîtements qui sont toujours plus grands. Donc vous avez la métaphore géographique notamment qui est très claire, vous avez un royaume et à l'intérieur des subdivisions de plus en plus petites jusqu'au hameau qui sera
la plus petite, la variété, donc, et donc la paroisse, c'est ça qui correspondrait à l'espèce. Voilà. Il faut un curé dans chaque espèce, c'est ça la vérité. Alors, alors, vous avez la version militaire et la dernière, la version philosophique. Ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, il nous explique aussi que cette manière de penser par emboîtement, c'est celle qu'on fait quand on pense, en fait. Il y a des individus qui sont regroupés, et on monte en généralité comme ça. Et donc, c'est une manière, ça correspond aussi à une manière très naturelle de penser. Donc, voilà un peu, chez Linné, ce que c'est. Ensuite, vous avez Buffon, qui représente une critique du concept tel qu'il est un peu formulé chez Linné, c'est-à-dire l'idée que on se trompe quand on pense que l'espèce, c'est l'ensemble des individus semblables. Donc ça, c'est très important. On se trompe quand on pense qu'une espèce, c'est l'ensemble des individus semblables. Or, c'est ça que nous disait Linné quand il nous disait, c'est comme en logique quand on généralise, hein, on regroupe dans des ensembles de plus en plus vastes. Mais on regroupe quoi? C'est pas une espèce, donc ça n'est pas une patate dans laquelle on met des individus dedans ou dehors. Ça ne doit pas être pensé comme ça. Alors ça doit être pensé comment, nous explique Buffon? Il nous explique qu'en fait, une espèce doit être pensée en termes de généalogie, de filiation, de génération. Ce n'est ni le nombre ni la collection des individus semblables qui fait l'espèce, c'est la succession constante et le renouvellement non interrompu de ces individus qui la constituent. L'espèce est donc, écrit-il, un mot abstrait et général dont la chose n'existe qu'en considérant la nature dans la succession des temps et dans la destruction constante et le renouvellement tout aussi constant des êtres. L'espèce, donc, n'est autre chose qu'une succession constante d'individus semblables et qui se reproduisent. Donc évidemment, c'est dans ce « et qui se reproduisent » que la nouveauté de Buffon est la plus forte. Alors, qu'est-ce qui fait dire cela à Buffon? Qu'est-ce qui le contraint à faire ce changement par rapport à la notion commune d'espèce? Eh bien, ce sont deux ensembles de faits. D'une part, la décision qu'il faut prendre de savoir si on met l'âne et le cheval dans la même espèce. En effet, ce sont des individus qui, globalement, se ressemblent beaucoup, mais est-ce qu'ils ont atteint le niveau de ressemblance suffisant pour qu'on mette la croix à l'intérieur ou non de la patate? Eh bien, pour Buffon, ça n'est pas le bon critère ici qui nous permet de déterminer, parce que par ailleurs, nous avons l'exemple des chiens, qui est illustré abondamment par Buffon. Là, j'ai mis 3 planches, mais il y en a, je ne sais plus, 19, je crois, enfin, un nombre impressionnant. Et ici, on voit bien que la ressemblance n'existe pas ou guère entre les espèces, enfin, entre les sortes de chiens, les variétés de chiens. Donc. Et donc, vous avez ces deux cas contraires qui obligent à poser la question de ce que c'est qu'une espèce selon d'autres coordonnées, je dirais. Non pas en termes de ressemblance, mais en termes de capacité à engendrer ensemble des produits qui sont eux-mêmes féconds. Et donc ça, c'est la différence que j'indique ici entre, d'une part, des formes qui se ressemblent, mais qui vont produire ensemble des mulets, c'est-à-dire des individus stériles, et de l'autre, des formes très dissemblantes, mais qui vont produire entre elles des bâtards, c'est-à-dire des individus eux-mêmes féconds. Et donc on voit bien ici que la quantité de ressemblance n'est pas le critère déterminant, mais c'est la capacité à produire ensemble une descendance elle-même féconde. Alors Buffon va osciller là-dessus, parce qu'après il va découvrir que parfois des espèces qu'il avait rangées différemment arrivent à produire une descendance féconde entre elles. Donc on voit bien que tout de suite, à peine ce critère est formulé, que déjà, en fait, c'est l'exemple des serins et des canaris, je crois, à peine le critère est formulé, déjà il faut revenir dessus un petit peu, dire « Ah mince, là, ça ne marche pas ». Donc ça, c'est intéressant aussi. Mais en tout cas, ce qui est important, je pense, dans ce premier temps à retenir, c'est l'idée qu'il y a bien deux concepts distincts d'espèces, et que là, déjà, il y a un effort à faire. Parce qu'en fait, si on réfléchit bien, comment nous apprenons le concept d'espèce, je vais dire dans le sens commun, hein, on l'apprend dans des livres d'images, où en fait nous sommes dans la position d'Adam au paradis qui, devant la présentation de chacun des spécimens, doit dire son nom en fait. Hein. On montre aux enfants, regarde éléphant, regarde zèbre, regarde, etc. Okay.
Et des fois, il y a un petit bruit avec... Voilà. Donc, on est élevé, on est instruit dans un contexte qui est intuitif et qui est cette espèce logique. Appartiennent à la même espèce les choses qui se ressemblent. Et ce que nous dit Buffon, c'est qu'en fait, il y a un concept biologique d'espèce qui n'est pas le concept logique et qui en est même entièrement différent. Et donc c'est ça qu'il faut comprendre, et qui implique quoi? Qui implique ce que j'appelle ici un critère mixiologique plutôt qu'un critère de ressemblance, c'est-à-dire qui se mélangent ensemble, hein, où la génération joue un rôle, donc il n'y aura pas d'espèce de pierre, par exemple. Et surtout, conséquence la plus importante, c'est que, par rapport au sens commun, justement, l'espèce, du coup, telle qu'elle vient d'être définie, n'est plus quelque chose qui se voit, quelque chose qu'on peut pointer du doigt. Elle devient quelque chose qui, au mieux, exige l'observation pendant des générations et des croisements, elle se teste en fait empiriquement, et c'est ce que Buffon s'emploie à faire d'ailleurs dans ses forges à Montbard, c'est-à-dire il ne fait pas les tests dans les forges, il n'a pas que des forges, il a aussi des enclos, on va dire, où il met des renards et des louves, des chiens et des renards, enfin voilà, et il essaye de voir si ça se croise ou pas. Donc elle ne se voit plus, elle s'expérimente. Évidemment, derrière tout ça, il y a aussi une querelle d'arrière-plan que je n'ai pas mentionnée, mais qui, dans la manière, non pas peut-être dont l'histoire s'est passée, mais dans la manière dont nous la relisons aujourd'hui et nous la reconstruisons, parce que notre rapport à l'histoire, il est aussi médiatisé par ce qui s'est passé depuis. Donc, eh bien, il y a une querelle d'arrière-plan, que j'appelle ici, qu'on pourrait formuler comme ça, l'opposition entre le fixisme et le transformisme, ou entre le créationnisme et l'évolution, si vous voulez. Hein, je ne l'ai pas cité parce que ça ne s'est jamais formulé dans ces termes-là. Mais en même temps, quand nous, on regarde ça, on se dit, d'un côté, il y a quelqu'un qui nous dit les espèces sont créées par Dieu, et puis quelqu'un qui nous dit, faisons le travail de biologiste et regardons ce qui se passe, comment ça se passe. Et puis finalement, observons la nature dans sa diversité, dans ses accidents, dans ses irrégularités aussi. Donc ici, on a, j'ai juste indiqué que pour Linné, en fait, ce n'est pas si clair qu'il était vraiment fixiste. C'est pour ça que je vous ai donné la phrase en latin au début. Il y a autant d'espèces qu'il y a eu de formes. De formes, c'est quoi des formes? Et en fait, on ne sait pas ce que sont ces formes. Ça n'est pas précisé, vous voyez. Donc, à quoi correspondent ces formes? Il n'y a pas de formule plus vague, finalement. Et de fait, Linné doit admettre une part de variabilité. Il est confronté à ça aussi. C'est un ensemble d'observations qui sont faites sur des variétés de linéaires qu'il appelle Pelloria, donc des plantes déviantes. Donc vous avez, pareil ici, chez Linné, la formulation d'une définition et aussitôt des objections. Oui, bonjour, Thierry, ok. Alors, voilà, j'arrête ici sur le XVIIIe siècle, il faut avancer. Donc, on va voir un deuxième moment important de notre progression dans le concept d'espèce, c'est le XIXe siècle, et je vais le structurer évidemment autour de la figure de Darwin. Pourquoi Darwin? Évidemment parce qu'il ouvre le problème des espèces sur un mode différent et en quelque sorte stupéfiant. Qu'est-ce qui se passe? S'interroger comme il le fait sur l'origine des espèces a entraîné toute une réflexion sur ce que c'est qu'une espèce. Or, tous les lecteurs de Darwin, hier et aujourd'hui, ne cessent de se heurter à une même difficulté, qui est la suivante, que Darwin, dans son livre sur l'origine des espèces, n'a pas expliqué ce que c'était qu'une espèce. Et tout le monde se tape la tête contre les murs et dit « mais pourquoi ?» Alors en France, là, les gens à l'époque étaient scandalisés en disant « mais quel scandale ! Il vaut mieux aller lire M. Gaudron, le doyen de l'université de Nancy, qui lui a écrit la même année à peu près, ou l'année d'avant, un magnifique livre en 2 tomes qui s'appelle « De l'espèce » et qui est formé. Voilà. Et au moins, il y a des définitions. Il y a eu la définition de Cuvier, tout le monde donnait sa définition, mais Darwin, lui, ne donne aucune définition. Donc, premier scandale, premier paradoxe. Et c'est ça que j'appelle ouvrir le problème de l'espèce. Pourquoi est-ce que Darwin ne donne pas de définition de l'espèce? Pour une raison très simple, que nous allons découvrir ensemble. Alors, la première chose, moi, qui m'a surpris, parce que moi, je viens de Buffon, j'ai travaillé d'abord sur l'histoire naturelle du XVIIIe, c'est de comprendre que, en fait, ce magnifique critère de Buffon qu'on vient de voir, à savoir qu'on reconnaît des espèces parce qu'elles peuvent se croiser, enfin, qu'elles
que si elles pouvaient se croiser, non, en général, elles ne se croisent pas, et quand elles se croisent, elles produisent des descendants stériles. Là, on a bien le cadre dans lequel on a des espèces différentes. Sinon, si ça se croise et ça produit du fécond, c'est la même espèce. Eh bien, ce magnifique critère que Buffon a en quelque sorte découvert et proposé, Darwin le rejette. Il considère que ce n'est pas la bonne manière de définir les espèces. Et en particulier, il note dans une lettre à Hooker, qui est son collègue botaniste, directeur des jardins de Kew à Londres, « Il est vraiment risible de voir quelles idées différentes s'imposent dans les esprits des différents esprits naturalistes quand ils parlent d'espèces. Pour certains, la ressemblance est tout et la descendance de peu de poids. » La descendance, donc cette relation généalogique entre les individus. Pour d'autres, la ressemblance ne semble compter pour rien et la création est l'idée dominante. Pour d'autres encore, la descendance est la clé. Certains font de la stérilité un test qui n'échoue jamais, mais d'autres pensent qu'il ne vaut pas un clou. Tout cela vient, à mon sens, de ce que l'on essaie de définir l'indéfinissable. Donc là, vous voyez que les débats tels que ouverts au XVIIIe entre Buffon et Linné ne sont pas clos, loin de là, en 1856. Donc on est un siècle plus tard, mais on ne sait toujours pas, en fait, comment définir l'espèce. On ne sait pas à quoi on reconnaît les espèces et s'il faut s'appuyer plutôt sur la ressemblance ou plutôt sur la capacité à produire ensemble. Ce qui fait que, dans un premier temps, pardon pour les termes philosophiques, je vais expliquer tout de suite ce que ça veut dire, mais Darwin partage ce qu'on appelle un nominalisme, c'est-à-dire il considère que les espèces ne sont que des noms. C'est ça le sens du mot nominalisme. Il considère qu'il n'y a que des individus et qu'en fait, on leur donne des noms parce que c'est pratique, parce que ça nous arrange, parce que, etc. Vous voyez ici, le terme espèce est donné arbitrairement par commodité. Et là, c'est très difficile. Va bien falloir comprendre ce qu'il veut dire par là. Le terme espèce est donné par commodité et il dit également, si on continue la phrase, vous voyez, le terme variété est aussi donné arbitrairement et par commodité. Attention, attention, attention à quoi? Il n'est pas en train de nous dire que le groupe que j'identifie ici comme espèce a été défini arbitrairement et découpé arbitrairement par rapport à d'autres qu'on a mis à l'écart. Il est en train de nous dire, peut-être, en tout cas, on peut comprendre la phrase comme ça, qu'en fait, on décide arbitrairement de dire que ça, c'est une espèce plutôt qu'une variété. D'accord? Donc, il n'est pas en train de dire, les espèces sont découpées arbitrairement les unes les autres. Il est en train de nous dire que les découpages qu'on fait sont qualifiés arbitrairement de espèces ou variétés. En fait, ce qu'il est en train de mettre en cause, c'est toujours le critère de Buffon, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on aurait un critère qui nous permet d'identifier ce qu'est une espèce ou ce qui n'en est pas une. Et que donc l'interfécondité ou interstérilité, ça serait ça le critère. Il est en train de nous dire, quand on a des groupes qui s'isolent, mais savoir si ce groupe qu'on isole, il est espèce ou variété, ça c'est souvent une question d'arbitrage. On va voir ça. Deuxième chose qui fait que Darwin n'est pas nominaliste en fait. C'est-à-dire qu'il ne croit pas juste que les espèces sont juste des noms arbitraires qu'on découpe dans une réalité. C'est le fait qu'il est profondément réaliste en fait. Il pense que le projet de classification, c'est-à-dire le projet qu'ont les humains de rechercher dans la nature des groupements qui sont réels, que ce projet-là a un sens. Vous voyez ici ce qui est dit. Depuis la première aurore de la vie, tous les êtres organiques, constate-t-on, se ressemblent mutuellement à des degrés descendants. Je ne sais pas s'il y a un jeu de mots ici sur les degrés descendants, ça veut dire ils se ressemblent, mais de moins en moins, enfin à des degrés variables, on va dire, si bien qu'on les classe groupe sous groupe. Donc on a toujours l'emboîtement de la paroisse, du royaume jusqu'au hameau qu'on avait chez Linné. Il y a toujours cette structure de la classification qui est cette structure emboîtée et qui veut dire quelque chose. Cette classification, écrit Darwin, n'est évidemment pas arbitraire. Pas arbitraire. L'exemple d'une classification arbitraire, c'est celle qu'on fait entre les constellations. Quand on dit, ah voilà, on met des étoiles qui n'ont rien à voir les unes les autres et on dit qu'elles dessinent quelque chose. Ça, c'est une classification arbitraire. La classification qu'on fait en biologie n'a rien d'arbitraire ici. N'a rien d'arbitraire. En revanche, c'est compliqué. Alors donc, quand il s'agit de Darwin,
il faut toujours en revenir à son célèbre diagramme, qui n'est pas très clair ici, mais dont vous pourrez trouver facilement des bonnes reproductions, où vous avez au départ des formes qui sont données et qui divergent pour produire de génération en génération, ou siècle après siècle, d'autres formes qui ne sont plus les mêmes. Quel est ici l'argument, où est-ce qu'on voit le réalisme de la classification? Prenez la ligne tout en haut, la dernière ligne, où voit-on le réalisme de la classification? On le voit dans les blancs. On le voit là où il n'y a rien d'écrit, en fait. On le voit dans les écarts qui existent. Regardez tout en haut. En fait, on va dire que la ligne horizontale, elle représente les quantités de ressemblance et de différence. Elle représente, si vous voulez, des affinités plus ou moins grandes entre les formes. D'accord? Eh bien, vous voyez qu'il y a 3 formes qui sont groupées à gauche, puis ensuite on a un écart important, puis il y en a 2, et puis il y en a 3, puis il y en a 1, puis il y en a 3, puis il y en a 1. Voilà. Donc, et ça, c'est ça le fondement réaliste de la classification. C'est de dire que ces 3 formes-là, ces 2 formes-là, etc., ont vraiment des rapports entre elles. Ça n'est pas arbitraire de les mettre ensemble. Elles se ressemblent parce qu'elles ont à voir ensemble. Parfois, par contre, c'est très compliqué. Si vous prenez la partie centrale, vous avez 3 formes dont vous voyez bien qu'elles viennent de A, et puis vous avez la forme suivante qui arrive en ligne verticale depuis F, et vous voyez que là, il y a un piège, en fait. Parce que là, on risque de mettre ensemble des choses qui n'ont rien à voir ensemble, mais qui se ressemblent pourtant. Et donc, on a ici l'articulation entre les 2 définitions, celle de la classe comme ressemblance chez Linné, qui est trompeuse ici, puisque entre les 2 formes centrales, là, on voit qu'elles se ressemblent beaucoup, mais qu'elles n'ont rien à voir, parce qu'en fait, elles viennent d'ancêtres très différents. Et donc, l'argument de Buffon, ici, s'impose comme, effectivement, c'est de génération en génération, c'est ça qui est important et qui définit l'espèce. Donc, on voit que si on comprend bien ce schéma, c'est-à-dire qu'on le prend dans toute son épaisseur temporelle, si on prend en compte le temps, on voit bien que les classifications, que les découpages ne sont pas arbitraires. Maintenant, à propos de ce schéma, Darwin propose un argument contrefactuel. Vous savez ce que c'est un contrefactuel? C'est si on dit « et si en fait ça s'était pas passé comme ça ?» On fait une hypothèse en fait contradictoire, une hypothèse contrefactuelle. Alors j'ai le texte sur la diapo suivante, mais je pense que ça sera plus clair si je vous lis le texte et que vous continuez à regarder le schéma. Voilà ce qu'il dit. L'extinction a seulement séparé des groupes. Donc vous voyez, effectivement, quand ça diverge, c'est parce que dans chaque génération, vous avez un petit éventail de formes, il y en a qui sont éteintes, elles sont effacées. Et c'est ça qui conduit à séparer les groupes. Et Darwin écrit, il est là le contrefactuel, « Si chaque forme qui a jamais vécu sur cette terre devait soudain réapparaître. » Vous voyez le contrefactuel? L'extinction a supprimé plein de formes. Mais si toutes les formes qui ont existé sur Terre réapparaissaient et existaient toutes simultanément, qu'est-ce qu'on aurait? En A. Eh bien, on aurait une ligne, vous prenez la ligne du haut, mais vous remettez tous les points que vous avez, vous les faites remonter par des lignes verticales et vous les inscrivez tous sur la même ligne. Qu'est-ce que vous aurez? Ben, vous aurez une ligne continue pratiquement, ou très fortement continue. Et donc là, dans cette hypothèse, qu'est-ce qui se passe? Voilà ce qu'écrit Darwin. Bon, maintenant vous avez bien l'image en tête, on va lire le texte ensemble. Si chaque forme qui a jamais vécu sur cette terre devait soudain réapparaître. Et là, j'ai mis un morceau entre crochets. Premier élément de l'argument. Eh bien, il sera impossible de donner des définitions par lesquelles chaque groupe pourra être distingué des autres groupes, car tous se mêleront ensemble par des étapes aussi fines que celles qui existent entre les plus fines variétés existantes. Donc c'est ce que je disais. Si vous remontez tous les points par ligne verticale et vous les mettez sur la dernière horizontale, vous aurez un continuum tel que, en fait, vous ne pourrez plus savoir qui est quoi et vous ne pourrez pas donner des définitions en disant « ceux-ci sont ça », voilà, ça ne sera plus possible. Donc ça, c'est l'argument nominaliste, en fait. Vous voyez, s'il n'y avait pas la sélection naturelle, il y aurait une continuité. Et cependant, la phrase continue. Néanmoins, ajoute Darwin, une classification naturelle ou pour le moins un arrangement naturel serait possible.
Donc là, on voit quoi? Ça veut dire quoi en fait? Pourquoi est-ce qu'un arrangement naturel serait possible même si on ne pouvait pas séparer les groupes par la question des ressemblances et des différences? Eh bien précisément parce que l'arrangement naturel serait fondé sur la généalogie. Les groupes naturels seraient ceux qui viennent d'un même ancêtre en fait. Donc on s'en fiche des ressemblances à la fin. Ce qui compte, c'est l'ascendance. Le système naturel, écrit Darwin, est fondé sur la descendance avec modification. La communauté de descendance est le lien caché que les naturalistes ont inconsciemment recherché et non un plan de création inconnu, ou l'énonciation de propositions générales, etc. Donc là, on voit quoi en fait? Ce qui est très important ici, c'est cette idée que, je vous ai dit tout à l'heure, s'il n'y avait pas la sélection naturelle, on aurait un continuum de points. Mais précisément, il y a la sélection naturelle. Donc en fait, ce qu'il nous dit, c'est que même sans la sélection naturelle, il y aurait un arrangement naturel qui serait possible, et ça serait celui qui est appuyé sur la descendance avec modification. Mais comme il y a la sélection naturelle, en plus, on voit des écarts, il y a de l'extinction, donc il y a de la séparation. Combien il me reste de temps, Daniel, pardon? Un quart d'heure. Bon, alors je vais passer au XXe siècle. Je vais juste conclure sur Darwin. J'ai d'autres citations, c'est passionnant, il y en a plein. Oui, parce que c'est compliqué, en fait, Darwin. Vous voyez, on ne peut pas le résumer à juste une phrase, quoi. Alors, j'ai mis, pour conclure, c'est sur Darwin, en fait. Darwin nie l'existence des espèces en tant que rang taxinomique. Ça, c'est une distinction conceptuelle importante. En tant que rang. En revanche, deuxième point, mais les espèces en tant que taxa sont pertinentes et réelles. Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il n'y a pas de critère de Buffon, il n'y a pas de critère de l'espèce. Ça veut dire que c'est compliqué de savoir ce qui est une espèce ou n'en est pas une. Entre espèce et variété en particulier, c'est très compliqué parfois de savoir ce qui est espèce et ce qui est variété. Si bien que les naturalistes ne cessent de s'étriper. C'est ça la vérité. Les naturalistes ne cessent de s'étriper. Darwin constate qu'à son époque, pour connaître le nombre d'espèces de chênes en Grande-Bretagne, eh bien certains disent 25, d'autres 129, vous voyez, donc ils ne savent pas si ce sont des espèces ou des genres, si ça doit, ou des variétés, si ça doit être compté comme une sous-espèce, une variété, ou si ça doit être compté comme une espèce vraie. Ils ne savent pas. Mais ça n'empêche pas qu'il y a bien des taxa. Que ces taxas soient... Alors c'est difficile parce que l'idée, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il nous a appris une manière de nommer les taxons, les taxas, qui est dans laquelle les rangs taxinomiques sont incrustés. La première partie du nom, c'est le genre, la deuxième, c'est l'espèce, et si vous voulez dire que c'est une variété, vous ajoutez un troisième mot, d'accord? En gros, hein. Mais, donc là, on a une manière de nommer dans laquelle les rangs taxinomiques sont incrustés, alors que Darwin nous dit à la fois que ben, les rangs, c'est jamais clair, précisément parce que les variétés sont des espèces commençantes, alors où on situe la barrière, c'est compliqué. En revanche, le fait qu'il y ait des taxa distincts, ça reste. Donc, ce n'est pas un nominalisme, ce n'est pas un relativisme. Donc, on repose la question du début. Est-ce que pour Darwin, les espèces sont créées par les êtres humains? Ce ne sont pas comme des constellations. D'accord? Ce ne sont pas des constellations. C'est donné par commodité, dit-il, mais ça n'a pas l'arbitraire des constellations. D'accord? OK. Comment ça s'est reformulé au XXe siècle? J'ai mis trois je sais pas quoi, acronymes. BSC, PSC, SAI, vous allez comprendre dans un sens ce que ça veut dire. En gros, le BSC, bon, je vais les expliquer l'un après l'autre. Alors, ambivalence de Meyer. On a vu que Meyer avait... Enfin, je ne sais plus, j'ai déjà parlé de Meyer là, oui? Non, pas encore. Donc, vous n'avez pas vu. Meyer, c'est un grand ornithologue qui a beaucoup aimé Darwin. Il a republié la première édition de l'origine des espèces, etc. Et il explique en fait que le livre de Darwin est mal nommé, que ce n'est pas un livre sur l'origine des espèces. Dans le même temps, il explique que Darwin a opéré un bouleversement conceptuel
qu'il appelle la pensée populationnelle. Donc en fait, c'est ça qui fait que le mot de population, il est en quelque sorte dans vos programmes, c'est le fait qu'il y a eu au XXe siècle la synthèse moderne, dont Meyer a été un des grands architectes, et qui se construit dans un rapport à la pensée darwinienne, on l'appelle néo-darwinienne. Simplement, Meyer, c'est pour ça que j'ai marqué ambivalence, Meyer considère que Darwin n'a pas donné un traité sur l'origine des espèces. Pourquoi ? Précisément parce que Meyer est un disciple de Buffon, on peut dire. Même si je ne sais pas s'il ne l'a jamais formulé comme ça, mais en fait, en gros, Meyer reprend la notion d'interfécondité, interstérilité, etc. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Qu'est-ce que ça veut dire du coup pour Meyer ? Je dis, c'est sa nouvelle question, c'est la spéciation. C'est quoi ? L'origine des espèces, c'est pour lui la spéciation. Ça veut dire la manière dont cette barrière interspécifique s'instaure. C'est ça qui est important pour lui. Et c'est ça que Darwin n'a pas expliqué. Il n'a pas expliqué pourquoi de l'interstérilité s'installait entre des groupes qu'on appelle des espèces distinctes. Ça ne l'intéresse pas, c'est presque une question de mécanisme physiologique, si vous voulez. C'est une question de choix de partenaires, donc une question éthologique. Ça n'est pas ça que Darwin a expliqué. Donc Meyer ajoute une question qui est celle de la spéciation. Parce que désormais, c'est ça qu'on appelle le BSC, je vais le donner tout de suite, voilà. Le BSC, c'est le concept biologique d'espèce. Et c'est celui qui explique que des espèces, ce sont des groupes de populations naturelles actuellement ou potentiellement interfécondes, reproductivement isolés des autres groupes. Donc ce qu'il faut expliquer, pour Meyer, c'est ça le problème de la spéciation, c'est comment l'isolement reproductif apparaît. Alors j'ai mis en gras et entre parenthèses actuellement ou potentiellement, parce que évidemment, c'est très intéressant de savoir si une espèce est définie par des individus qui se reproduisent ensemble et qui forment effectivement un pool génétique commun, parce qu'ils échangent leurs gènes par la reproduction de génération en génération, actuellement, c'est-à-dire, c'est pas actuellement genre aujourd'hui, mais c'est actuellement au sens de en vérité, en fait. Et puis potentiellement, ça veut dire, ah ben cette population ou ces populations échangent bien leurs gènes parce qu'elles sont dans la même vallée, mais que se passe-t-il avec les populations qu'on trouve dans la vallée d'à côté ? Est-ce qu'elles pourraient échanger leurs gènes ou pas si on les mettait en présence, donc avec la même vallée, la vallée d'à côté, etc. Donc, qu'est-ce qui définit l'espèce ? Où on met les contours. Et Meyer va s'en mêler un peu les pinceaux dans cette affaire, finalement va retirer potentiellement, je crois, parce que c'est trop compliqué. Mais ça reconduit le mystère qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire le fait qu'à partir de Buffon, l'espèce n'est plus quelque chose qui se voit, mais quelque chose qui se teste en fait. Ça pose évidemment des problèmes, donc est-ce que du coup il y a des possibilités d'avoir des espèces asexuées, sans reproduction sexuée ? On sait que les bactéries ont du sexe, même si elles n'ont pas de reproduction sexuée. Donc du coup, est-ce qu'il y a des espèces de bactéries ? Ça veut dire quoi ? Est-ce qu'il faut s'entrecroiser actuellement ou seulement potentiellement, etc. Donc finalement, tous ces problèmes-là, ce sont ceux qu'on rencontre dans des cas classiques qu'on trouve dans les manuels de biologie, j'imagine, dans les livres sur la théorie de l'évolution en tout cas, c'est-à-dire la Rassenkreis, ça veut dire les cercles de race, c'est-à-dire en fait des sous-espèces qui se croisent l'une avec l'autre, l'autre avec l'autre, etc. Mais à la fin, on peut dire que le critère de Buffon est respecté sur une partie de la chaîne, mais à la fin, il y a toujours des groupes qui, finalement, ne sont pas interféconds. Donc c'est bizarre parce que A est interfécond avec B, B avec C, C avec D, mais D n'est pas interfécond avec A. Donc est-ce qu'on les met dans la même espèce ou pas ? Donc on a ce genre de problèmes logiques qui sont posés. On a aussi des reformulations de ce concept biologique, qui est, encore une fois, pour clarifier les choses, le concept de Buffon, d'interfécondité, en gros, c'est ça. C'est-à-dire dire qu'en fait, ce qui est important, c'est la reconnaissance des partenaires. Voilà. C'est toujours la recherche de qu'est-ce qui fait l'isolement reproductif entre deux groupes. Voilà, le concept biologique, c'était mon premier syntagme. Le deuxième, concept phénétique, c'est une manière de ressusciter la ressemblance, en fait. Et c'est ça qu'on applique notamment quand il n'y a pas de reproduction, quand on ne peut pas tester la reproduction, quand on ne peut pas observer la reproduction.
le comportement, etc. On s'applique sur un concept phénétique, donc d'apparence en fait, de ressemblance finalement. Donc c'est la résurgence ou la permanence, la rémanence du concept de ressemblance. C'est ce qu'on fait donc dans les musées de paléontologie avec les espèces fossiles. Voilà. On est obligé de s'appuyer sur leur ressemblance. Et ce que j'ai indiqué, c'est que des nouveaux outils informatiques, notamment, c'est-à-dire permettant des classements de grandes quantités de variables, permettent de faire ça. Permettent finalement ce retour de la ressemblance. La supériorité du concept biologique sur l'autre, c'est qu'il prend en charge le dimorphisme sexuel, c'est-à-dire les individus peuvent ne pas se ressembler du tout, mais appartenir à la même espèce parce qu'ils se croisent. La supériorité du concept de ressemblance, c'est comme je l'ai dit, qu'il s'applique à partir d'espèces qu'on ne voit pas se croiser. Alors, je vous ai dit tout à l'heure qu'une espèce, ça n'était pas une patate dans laquelle on mettait des croix. Et je n'ai pas assez insisté sur cette affaire. C'est ce qui va me conduire au troisième concept, que j'avais appelé SAI, si vous l'avez noté, Species as Individuals, les espèces comme individus. C'est l'idée qu'en fait, les espèces ne doivent pas être pensées comme des classes, mais comme des individus. Alors j'indique qu'une classe, vous voyez, on va dire c'est une règle générale, alors que les individus sont des choses qui sont délimitées dans l'espace et le temps. Alors ça a été proposé par différents auteurs, je peux vous donner les noms, mais je ne sais pas si c'est important pour vous là, ce matin. Mais notamment, donc, l'idée, c'est donc, les espèces, est-il écrit comme des vers spatio-temporels. Ouais. Donc l'idée que, vous voyez, et en fait, j'aurais pu l'appeler autrement, j'aurais pu l'appeler le ESC, le Evolutionary Species Concept. Vous voyez, c'est l'idée que c'est le concept évolutif d'espèces, c'est l'idée qu'en fait, les espèces, ce sont des petites branches sur l'arbre de la vie, des petits rameaux terminaux sur l'arbre de la vie. Voilà, ça serait quelque chose comme ça. C'est cette idée que les espèces sont des vers spatio-temporels, c'est-à-dire elles ont un bout de naissance, elles s'étirent et puis elles meurent. Voilà. C'est ça le ver, l'asticot si vous voulez, le ver de terre, quoi. Ah, parce que j'ai mis oui, les espèces comme vers. Si j'avais mis l'espèce comme ver, VER, ça aurait peut-être été plus clair. Alors, elles ont une naissance, une existence, une mort. Mais ce qui est intéressant, donc, si on regarde les conséquences, c'est que ces espèces sont, du coup, au lieu de penser ici l'espèce comme un type dans lequel on a des exemplaires possibles, des cas, dans une espèce, si l'espèce est un individu, les organismes, les individus eux-mêmes sont en fait des parties de cette... sont des parties de cet organisme, de cet individu. Si les espèces sont des individus, les organismes sont des parties de cet individu. Nous ne sommes pas des exemplaires de notre espèce, nous sommes des parties de notre espèce. Nous faisons partie de l'espèce, mais pas au sens d'un exemplaire. Je vais donner un exemple, vous allez tout de suite comprendre mieux. Qu'est-ce qu'être un être humain? Là, vous avez la patate humain qui est associée à tout un ensemble de propriétés. Il faut être rationnel, éthique, vivre en société, etc. Et si vous manquez d'une de ces propriétés, vous ne faites pas partie de la patate H en tant que classe. Mais en fait, on voit bien ici qu'on fait partie de l'espèce humaine de manière différente en fait. On fait partie de l'espèce humaine parce qu'on est membre de la lignée humaine, on fait partie de cette lignée généalogique, et que même si demain un kangourou naissait d'une femme, pardon, on serait obligé de prendre ce kangourou finalement comme un membre de notre espèce en fait, même s'il ne nous ressemble pas du tout, vous voyez. Bon, il y a des cas moins extrêmes que le kangourou, mais la question est la même. Bref, alors je pense que je vais continuer juste parce que là on approche vraiment de la fin. Je vais juste vous donner ça pour continuer, de donner un dernier concept. Et après, c'est la conclusion. Là, dans cette affaire, vous avez la première ligne,
une définition classique. Okay? A, la définition de A, c'est avoir la propriété petit a et la propriété petit b et la propriété petit c et la propriété petit d. Si vous avez ces 4 propriétés-là, A, B, C, D, vous faites partie de A. Et si vous en manque une, eh ben, c'est raté. D'accord? Dans la définition 2, être dans l'espèce A, c'est avoir les propriétés A, B, C, D, ou bien avoir les propriétés B, C, D, E, ou bien avoir les propriétés A, C, D, E. A, C, D, F, pardon. Je ne sais pas pourquoi à un moment j'ai mis des esperluettes et des fois j'ai mis « et ». Bon, je corrigerai ça. Mais en gros, vous voyez l'idée. C'est la définition qu'on appelle en grappe ou en bouquet. Ça veut dire qu'en fait, vous avez des ensembles de propriétés, mais en fait, il peut vous en manquer une, mais voilà, il y a plus de variabilité qui est admise dans l'espèce. C'est une définition qu'on appelle disjonctive, en fait. Donc, vous n'avez plus cette classe souveraine qui impose de « Ah, il vous manque ça, désolé, vous ne faites pas partie de l'espèce humaine », mais vous pouvez être variable, en fait. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a vu pendant cet exposé? On a vu tout d'abord qu'il y avait 2 approches persistantes, mais distinctes, je pourrais même dire rivales peut-être, qui sont des approches du concept d'espèce en général, à partir des caractères, à partir de la ressemblance, à partir du phénotype, si vous voulez, ou bien à partir de l'engendrement des lignées, des générations. On peut penser que l'espèce, avec un grand E, en tant que chose qui serait une sorte de réalité idéale, n'existe pas dans la nature, mais qu'il existe néanmoins des espèces, c'est-à-dire des groupes qu'on peut isoler à juste titre. On n'est pas donc condamné à l'opposition entre un essentialisme qui dit il y a des idées dans un ciel parfait et à l'inverse que des divisions pratiques. Il y a, ce que je viens de présenter avec cette affaire-là, des bouquets de propriétés homéostatiques, c'est-à-dire les espèces subissent des variations, admettent des variations. Alors, en quel sens peut-on dire que l'espèce est créée par l'être humain? C'était ça la formule du programme. Vous avez 4 heures. Je vous donne juste quelques éléments. Du coup, cette affirmation vise à défaire un préjugé créationniste, on l'a vu. Hein. Dire que les espèces sont créées par l'être humain, c'est une manière de dire qu'elles n'ont pas été créées par Dieu. Moi, c'est ce que j'en comprends. Hein. J'ai fait mon exercice, si vous voulez, de me dire que ça veut dire. Mes collègues auront sans doute des choses à ajouter. Contre l'idée que les espèces sont des sortes de sortes réelles qui existeraient dans un ciel idéal et on ne sait pas comment ni pourquoi. L'évolution ne peut produire des groupes, ne peut que produire des groupes aux frontières troubles, il manque un que là, ne peut que produire des groupes aux frontières troubles, des continuités, d'où l'idée du rôle joué par les scientifiques en fait. Il y a un moment où il faut départager. Mais faire de l'espèce une entité purement théorique, flottante, insinue le doute sur la valeur du travail scientifique. Donc il me semble qu'en tant que professeur, en dépit du fait que la science est un ensemble de constructions situées, révisables, etc., je pense qu'il est important que vous donniez à vos élèves le sens du travail scientifique comme étant finalement la découverte de certaines réalités. Sans quoi, je crains que des germes de relativisme n'envahissent l'ensemble des esprits. Voilà les pistes que je voulais vous donner ce matin. Merci.